Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous sommes ravis de vous présenter Louisette Bourdin, fondatrice d'ABC Texture, un laboratoire de recherche et développement cosmétique breton, ancré à Dinard. ABC Texture fabrique ses propres formules cosmétiques à la demande des marques françaises et internationales. Leur particularité qui fait leur renommée ? La Texturothèque, un catalogue de textures variées qui compte des milliers de formules à choisir par la marque pour composer un produit sur mesure et parfaitement adapté aux besoins de ses clients. Louisette Bourdin vous dévoile son parcours et les coulisses du développement de cosmétiques en toute transparence. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Louisette, merci de nous recevoir dans les locaux d'ABC Texture à Dinard. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter ABC Texture ? Bonjour, merci d'être là, de me donner l'opportunité de présenter ABC Texture. Donc moi je suis Louisette Bourdin, je suis la présidente d'ABC Texture et j'ai créé la société en 2004 sur Saint-Malo au départ, puis après sur Dinard. C'est une société qui existe depuis donc 17 ans maintenant et notre métier c'est la cosmétique pour des marques. On est en B2B. Et on travaille à la fois en France et à l'international. Tu le disais, l'aventure ABC Texture a commencé en 2004. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ? Tu étais salarié à l'époque quand tu as créé ABC Texture. Alors moi, c'était un souhait que j'avais depuis tout le temps. J'ai fait ma première société quand j'avais 28 ans en réalité. Et j'étais enceinte et je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai créé une entreprise avec des associés qui étaient dans mon métier également. Et ça a duré 1 an et demi à peu près. Et mon souhait, c'était vraiment de monter ma société. Donc, c'était mon objectif en soi, quoi. Voilà. Donc, j'étais forcément plus intéressée par le métier de chef d'entreprise et j'étais assez polyvalente. J'aimais bien faire plein de choses, donc très active. Donc, le travail de chef d'entreprise me va très très bien. Pourquoi avoir privilégié la sous-traitance cosmétique et pas créer ta propre marque ? J'ai fait un peu plus de 10 ans en sous-traitance cosmétique. J'ai travaillé à la fois dans les matières premières cosmétiques. J'ai commencé chez L'Oréal, dans des gros groupes. J'ai travaillé en matières premières dans des sociétés à la fois grosses et plus petites. J'ai travaillé dans des marques comme Bioderma et Esthederm, comme responsable laboratoire. Et puis après, j'étais en sous-traitance sur Vitré, sur Maromme, à côté de Rouen. Donc ça me semblait une continuité, en fin de compte, de travailler en sous-traitance. C'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est assez multiple, on travaille sur plein de projets, on s'ennuie jamais. Il faut une compétence assez importante et on s'adapte, en fin de compte, à tous les clients. Donc on apprend plein de choses, on aide les clients également beaucoup. Moi, c'est un métier qui me va bien, quoi. Voilà. Il faut être humble, mais il faut connaître pas mal de choses. Voilà. Ça me convient tout à fait. Et quelles sont les gammes de produits que vous proposez ? On propose du soin, du solaire et du maquillage. Ce qu'on ne fait pas, c'est du vernis à ongles et des poudres. Et les principaux produits que vous proposez ? Alors, on est spécialiste par la force des choses. C'est sur du maquillage solaire, par exemple. On a beaucoup de clients qui viennent vers nous. Les marques qui viennent vers nous ont leur propre outil industriel ou la partie recherche et développement. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est soit parce que c'est un produit de niche pour eux qui leur demande, ils n'ont pas envie forcément de développer en interne, ou ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Quelle est la part de votre activité entre les produits de soins, les produits solaires et le maquillage ? Eh bien, ça change chaque année parce qu'on n'a pas de contrat avec les clients, donc c'est en fonction du besoin. Et puis, on a des marchés qui démarrent chaque année. Donc, cette année, ça va être plus de soins parce que, comme on peut s'imaginer, le rouge à lèvres et le fond de teint, ça marche pas terrible cette année. Ouais. Donc, on a développé beaucoup plus de gamme de soins et plutôt du soin bio d'ailleurs, puisqu'on est Cosmos depuis 1 an. Même si auparavant on faisait des produits plutôt naturels, mais on n'était pas labellisé Cosmos. Cosmos, c'est un label du coup, c'est ça ? Ouais, c'est un label comme EcoCert, c'est-à-dire c'est un label qui permet d'avoir des produits sur une charte avec une liste de matières premières autorisées et avec 20 à 30% de bio en fonction du type de produit, si c'est du produit rincé ou du produit non rincé. Vous avez d'autres labels aussi, non ? Il me semble que l'usine est labellisée HQE. Alors, HQE, c'est le bâtiment. D'accord. Bâtiment, haute qualité environnementale. C'est-à-dire que c'est bien de le préciser parce qu'on est la première entreprise cosmétique à être haute qualité environnementale. C'est-à-dire que quand on a construit le bâtiment, on a fait attention aux matériaux, on a mis des merlons autour qui correspondent à la terre qui a été enlevée pour construire le bâtiment. Ça a évité des transports de camions et donc de la pollution.
C'est de la biobrique au niveau des bâtiments, du bois. On a fait également un bardage à partir de châtaignier qui est pris à Rennes. Donc on a essayé de faire du local. Alors, je ne vais pas te demander de nous citer les clients pour lesquels tu travailles. Vous travaillez en marque blanche. Est-ce que par contre, tu peux nous dire quelle est la typologie de ces clients ? Est-ce que c'est plutôt des clients locaux, nationaux, internationaux ? Est-ce que c'est plutôt des grosses boîtes, des petites entreprises familiales ? On a tout. On a tout. On a à la fois du national avec une particularité, c'est-à-dire que les marques nationales qui travaillent avec nous, par exemple, font des produits spécifiques pour l'export. Puisqu'on va beaucoup au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, au Mexique, voilà. Donc on comprend les produits qui marchent sur ces pays-là et certaines demandes des distributeurs font des produits spécifiques et ils sont faits chez nous, voilà, et développés chez nous. C'est-à-dire que c'est pas de la sous-traitance pure chez nous, c'est vraiment des produits développés, conçus chez ABC Texture par rapport à un cahier des charges client. Et pour répondre à ta question, on fait plutôt du moyen haut de gamme, on fait pas de mass market. Okay. D'accord. Est-ce que vous accompagnez des nouvelles marques qui veulent se lancer dans le monde de la cosmétique ? Oui, ça beaucoup cette année, parce qu'il y a eu une croissance de création de marques cosmétiques avec des jeunes qui ont créé leur marque. Donc on travaille sur des projets de ce type et il y en a vraiment beaucoup actuellement. Comment tu expliques ça, cet engouement pour les marques de cosmétiques ? Il y a beaucoup de nouvelles marques. Alors, ils ont une éthique vraiment importante. Ils font attention aux matières premières qu'ils utilisent. Enfin, il ne faut pas faire de greenwashing. Il faut vraiment que ce soit, enfin, surtout chez les jeunes générations, ils ne veulent plus qu'on leur raconte d'histoire. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en politique. Ils ne croient plus en pas grand-chose. Et quelque part, les blogs et Instagram ont beaucoup plus d'importance que des scientifiques. Ou, voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas faire de greenwashing. Et il faut, par exemple, il y a des marques très connues qui se font casser sur Internet ou sur Instagram parce qu'ils racontent des choses qui ne sont pas une réalité au niveau du côté bio, écolo, voilà. Donc ces nouvelles marques sont vraiment avec beaucoup d'éthique, des matières premières naturelles. Ils vont jusqu'à nous demander d'où vient la matière première, comment elle est cultivée. Enfin, par exemple, pour les huiles, c'est les huiles vierges, huiles raffinées, désodorisées. Donc c'est extrêmement pointu, beaucoup plus de demandes de compréhension du produit. Oui, on remarque que les valeurs d'authenticité et de transparence sont de plus en plus importantes pour les entreprises. Tout à fait, c'est un peu le changement qu'on a vu cette année, c'est vraiment un 180. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille dans le développement durable, puisqu'on fait attention aux matières premières qu'on utilise également, mais finalement on est plus visible parce qu'il y a une demande, ce qui n'était pas le cas, on regardait le prix avant. Maintenant, on regarde les conditions dans lesquelles c'est fait, enfin voilà, le RSE, la responsabilité sociétale environnementale, tout ça, ça devient important. Voilà. Une de vos particularités, c'est la texturotech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un petit peu mystérieux ? Voilà, alors la texturotech, c'est un mot qu'on a déposé et finalement, on développe de nombreuses formules, de nombreux produits avec des innovations. On est crédit impôt recherche, donc on crée des concepts, on crée des nouveaux produits, des nouvelles façons de travailler les produits. Et donc, on a voulu faire un catalogue quelque part de nos nouveautés qui ne sont pas forcément vendues, sous le côté texturotech, puisqu'on travaille beaucoup sur le sensoriel, texture. Donc, texturotech comme une échantillotech quelque part. Ça nous permet de parler des produits et aussi d'objectiver la formule, le sensoriel, avec un diagramme que l'on fait en fonction de si on veut un produit plutôt soyeux, un produit plutôt sec, plutôt poudré. Donc on essaie d'évaluer la texture quelque part de chaque produit, ce qui permet aux marques d'avoir déjà un descriptif du produit d'un point de vue sensoriel. Et cette partie texture, est-ce qu'elle est importante pour l'utilisation réelle du produit ? C'est-à-dire qu'un produit va être plus efficace selon la texture utilisée ? Ou alors, est-ce que c'est un argument de vente, un petit peu comme dans l'automobile, une voiture de luxe, quand on ferme la portière, doit faire un certain bruit. Est-ce qu'on est un petit peu sur un sur peu ce les principe-là ? deux, hein, puisque quelque part, le sensoriel, c'est ce qui fait acheter un produit. Moi, je dis toujours que le plus beau produit, d'un point de vue technique, si au point de vue de texture, il n'est pas agréable, les gens l'utiliseront une fois, mais ils ne l'utiliseront pas, même s'il est très efficace. Si vous avez un produit qui est sensoriellement correspondant bien à l'utilisation qu'on souhaite, ben on le rachète. Et donc, si vous avez une efficacité, une fraîcheur que vous sentez tout de suite, par rapport à un produit que vous voulez frais, ben voilà. Ouais. Bien sûr.
C'est vrai qu'en été, on va avoir tendance à privilégier des produits frais qui collent pas. Donc effectivement, c'est une Et grande également importance. par rapport au pays où tu vas, c'est-à-dire que si tu vends au Moyen-Orient ou si tu vends en Asie, ce ne sera pas la même chose que si tu vends en France. Parce que le climat n'est pas le même, la peau n'est pas la même, les teintes ne sont pas les mêmes et ils n'aiment pas les mêmes textures. Donc on s'adapte en fonction des pays. C'est un peu notre force quelque part, parce qu'on voyage beaucoup. Enfin, on voyageait beaucoup. Donc on espère voyager après la Covid ou avoir la possibilité de retourner un peu partout dans le monde. Et on s'adapte, on regarde un peu ce qui plaît. Et nos clients, finalement, apprécient ça, parce que même les clients français, quand ils ont un projet sur un pays, sur une région, ils viennent chez nous et ils ont vraiment un produit qui correspond. Oui, on va parler de tout cet aspect international un petit peu plus tard dans le podcast. Globalement, est-ce que tu peux nous dire comment se passe le développement de cosmétiques? Quelles sont les grandes étapes à suivre? Alors déjà, il faut savoir qu'un produit cosmétique, ça se développe entre 12 mois et 24 mois. Alors ça, c'était avant la Covid, encore une fois, parce que maintenant, les gens ont été assez paralysés pendant 1 an et maintenant, ils veulent des projets en 6 mois. Ouais. Donc ça repart au niveau développement, en tout cas. Avec des arrêts d'ailleurs, c'est assez surprenant. On développe et puis on arrête tout d'un coup parce que je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais ils rétrécissent le temps, mais aussi ils arrêtent facilement. Donc c'est un peu compliqué. Donc un développement de cosmétique normal, c'est 12 mois à 24 mois. Et ça commence par un cahier des charges qu'on envoie à la marque ou que la marque nous donne. On est souvent en concurrence, donc on sait au bout de 12 mois ou 24 mois si on a gagné le projet. Et on commence à travailler sur le projet par rapport à des textures qu'on a déjà développées, qui correspondent le plus proche au cahier des charges, ce qui permet aussi de gagner du temps. Dans le cahier des charges, c'est la naturalité, c'est les blacklists, les pays sur lesquels on veut partir, parce que chaque pays ou chaque région du monde a des réglementations différentes. Voilà, donc on est obligé d'adapter et d'avoir des produits qui correspondent. Si on fait un produit solaire, si on fait Canada, États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'Europe, par exemple. Et après, on propose un produit, une première soumission, on adapte avec le parfum, les actifs que veut le client. La texturothèque, c'est un peu ça également. C'est comme une couturière, elle a ses patrons. Et à partir de son patron, elle va mettre des manches comme le client veut, elle va mettre des boutons comme le client veut, un col comme le client veut. Et ben, c'est un peu ça la texturothèque, c'est des patrons qui correspondent à nos témoins standards. Et après, on adapte par rapport au client, en mettant des actifs, des parfums. On peut trouver la couleur qu'il veut. Voilà, on adapte en fonction du client et de son projet. Tu parlais de blacklist, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, une blacklist, il y en a de plus en plus, et encore plus avec le Yucca, par exemple. On va en parler tout à l'heure. Linky Beauté. Donc, les blacklists, c'est par exemple des matières premières qui sont décriées, que les clients enlèvent. Par exemple, ils ne veulent pas l'huile de palme. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ils ne veulent pas de palme dans les produits. Donc, il ne faut pas que dans Linky du produit, il y a le mot palme. Sachant que maintenant, il y a de la palme RSPO, c'est-à-dire de la palme qui a été cultivée dans des conditions correctes, qui ne va pas déforester la forêt en Indonésie. Donc, il existe des solutions, mais maintenant, le consommateur, dès qu'il voit le mot palme, il n'en veut plus, sachant que l'acide palmique ou palmitique, c'est un acide gras qui ne vient pas de la palme forcément. Donc, bon, faut un peu éduquer les gens. Par exemple, on voit de plus en plus de gens qui ne veulent plus de coco ou de dérivés de coco dans leurs produits. Pourquoi ? Parce que les noix de coco sont prélevées dans le cocotier par des singes qui sont éduqués pour aller chercher les noix de coco. D'accord. Voilà, ça va très loin. Ça va très loin. Donc nous, au niveau de nos fournisseurs, on leur demande des certificats comme quoi le coco n'a pas été prélevé d'une façon pas bonne pour les animaux, quoi. Voilà. Donc c'est devenu très manichéen. Très compliqué et très évolutif. Ça a commencé par les parabènes, voilà, alors que, encore une fois, le parabène se trouve à l'état naturel, il n'est pas dangereux. L'erreur qu'a fait la profession, c'est d'accepter l'isobutylparabène et un autre parabène qui a été rajouté il y a 10 ans, qui crée des problèmes. Mais il y a des parabènes qui ne créent pas de problème. Et comme le mot parabène, tout le monde le comprend et le retient bien, finalement, on a enlevé les parabènes et c'est pas forcément quelque chose de bien, parce qu'on le retrouve dans les médicaments, on les retrouve dans les sirops pour enfants, les suppositoires pour enfants, et ça pose pas de problème. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait une intolérance aux parabènes. C'était l'isobutylparabène plus un autre, voilà.
On en parlait justement dans un précédent épisode avec la marque Makibel. Est-ce que le problème, c'est pas justement le manque de transparence, le fait que le consommateur comprend pas bien ce qu'il lit dans les produits Est-ce que si c'était mieux expliqué, il serait peut-être moins dérangé ? Je pense qu'on va vers une transparence évidente parce que quand tu regardes sur Instagram, sur les blogs, tu as des gens qui sont pas du métier et qui s'y connaissent bien finalement et qui expliquent en général assez bien. Par contre, il y a des gens qui sont toujours très négatifs pour la cosmétique et qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, dès qu'il y a un doute quelque part, on exclut. Et c'est très difficile de revenir sur la solution. Par exemple, le parabène, il aurait fallu simplement exclure les deux qui posaient problème, mais finalement, on ne revient pas en arrière, quoi. On a un petit peu dévié, on parlait du développement cosmétique. Dans ce développement de cosmétique, est-ce que vous allez jusqu'à fournir ou proposer un packaging à vos clients ? Ou est-ce que vous vous arrêtez vraiment juste à la formulation du produit ? Alors nous, c'est à tiroir. On propose soit la formulation, mais de moins en moins. Notre objectif, on a un outil industriel qui va de 50 kg à 2 tonnes. Donc c'est de l'utiliser et de l'exploiter au maximum. Donc on fait du développement, on fait de la production, on fait du conditionnement tout petit peu en interne, mais beaucoup en externe. Et également, on fait du full service, c'est-à-dire qu'on fournit le packaging aux clients quand ils le souhaitent. Les produits, en général, d'ici partent en fût de 100 litres, 50 litres et sont conditionnés ailleurs. Qu'est-ce que tu penses des packagings naturels ou biosourcés pour les cosmétiques ? Nouveau sujet aussi. Nouveau sujet, et je pense que c'est en effet important. On est quand même dans une ère où le plastique, on le trouve partout, même dans les océans, donc il faut vraiment réagir. Ceux qui font un peu de bateau le voient, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et ça se dégrade très difficilement, donc il faut trouver des solutions. L'industrie plasturgique commence à travailler dessus. Il y a beaucoup de produits où on remet 30% de recyclé, mais c'est toujours du plastique quelque part, hein. Mais ça permet de recycler du plastique et de ne pas recréer du plastique et donc qui est issu du pétrole, hein, au départ. Il y a du plastique biosourcé qui vient de la betterave, de la canne à sucre. La canne à sucre, ça pousse pas beaucoup en Europe, hein, quand même. Non. Donc, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément super. La betterave, c'est plus ici. Moi, ce qui me gêne, c'est quand même quelque chose qui sert à nourrir les gens. C'est comme le maïs, hein. Donc, je trouve pas ça forcément extraordinaire de faire des produits qui permettent aussi de nourrir les gens. Je pense que c'est plus important de se nourrir. Il y a quelque chose qui me gêne à ce niveau-là, en tout cas. Après, il y a le verre, qui revient très à la mode. Donc sur le verre, les packaging verts, on essaye de les faire plus légers pour qu'on consomme moins de plastique. C'est la silice, hein, c'est du sable. Il y a aussi également des problèmes sur le sable, hein. Le sable, c'est une pénurie, on le trouve dans le béton, on peut le trouver un peu partout. Donc il y a aussi un problème par rapport à ça, même si c'est naturel. Donc il y a toujours quelque chose de polémique quelque part. Après, il faut savoir où on va. Nous, on travaille aussi sur le bois, mais le bois, le liège, sur les bouchons de bois au liège. Bon, c'est pas forcément très hygiénique non plus. Il y a toujours des problématiques, quoi, finalement. Et du coup, quelle est la solution ? La solution, je pense qu'on l'aura demain. Ça évolue beaucoup. Comme je te l'ai dit, il y a toujours un revers par rapport à une solution. Quelque part, la solution, elle est en train de se faire, quoi, voilà. Et à ta connaissance, est-ce que des entreprises françaises, voire bretonnes, sont en pointe sur le sujet ? Je pense que tout le monde travaille dessus. Par exemple, sur les rouges à lèvres, c'est très compliqué le rouge à lèvres parce qu'il y a plein de matériaux différents plastiques, donc c'est pas du tout recyclable, hein. C'est ça qui est problématique. Il y a aussi la filière de recyclage qui est très très mal conçue, même pour le verre, hein, c'est très très mal fait. Donc déjà travailler sur la façon de recycler, les industries de recyclage, ce serait pas mal pour l'existant. C'est vrai que ce serait un bon début. Ce serait un bon début. Et après, par exemple, sur le rouge à lèvres, tu as plein de matériaux différents, donc pas du tout recyclables. Et là, il y a des solutions, en Bretagne notamment, parce qu'il y a un spécialiste du packaging du mécanisme rouge à lèvres en Bretagne, pas très loin de Redon, qui a conçu un rouge à lèvres en aluminium, donc complètement recyclable, avec le mécanisme qui se monte à l'ancienne, comme on faisait dans les années 30. Est-ce qu'on peut avoir son nom ? Ça commence par un A. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu nous disais qu'en fonction des normes en vigueur dans les pays où vos clients exportaient, les compositions pouvaient être différentes. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les tests nécessaires avant la mise sur le marché français ? Et est-ce qu'il y a des grosses différences avec d'autres pays comme par exemple les États-Unis, le Canada ou la Chine ? Alors déjà, on ne travaille pas en France avec des réglementations françaises, c'est des réglementations européennes au niveau de la cosmétique, hein.
Donc en France et en Europe, c'est la Colipa. On est en ISO 22716 aussi au niveau des normes, c'est une norme européenne. Et les matières c'est le plus particulier, c'est au niveau des solaires. Par exemple, les solaires aux États-Unis ou au Canada ou en Australie n'ont rien à voir au niveau des filtres qu'on utilise par rapport en Europe. On ne pourrait pas faire un produit cosmétique avec des UVA actuellement aux États-Unis. Parce qu'en France, en Europe plutôt, il faut que je me parle d'Europe, si tu as un SPF 50+, ça veut dire que tu es 60 et que tu dois avoir tant de pourcentage d'UVA. Alors qu'aux États-Unis, les filtres UVA ne sont pas autorisés, par exemple. Donc tu ne peux pas avoir autant d'UVA qu'en France ou en Europe. Donc les produits ne peuvent pas être identiques. Par exemple, en Californie, ils sont assez écolos, donc il y a des matières premières que tu ne peux pas utiliser pour la Californie, mais que tu peux utiliser pour les États-Unis. Donc c'est extrêmement compliqué. Ouais. En Chine, ils font leurs propres tests. Nous, on fait des tests de stabilité, des tests bactériologiques. On met des bactéries dans un essai et on fait un contrôle toutes les semaines pendant un mois pour voir si le produit se dépollue. Pour être sûr que s'il y a une contamination au niveau du produit accidentelle, le produit va se décontaminer normalement. Autrement, ça ferait un produit pasteurisé ou un produit à utiliser dans les 8 jours s'il n'y avait pas de conservateur. Donc on parle de pseudo-conservateur en Europe, mais dans certains pays, tu n'as pas le droit d'utiliser ce pseudo-conservateur, tu dois utiliser des conservateurs. Les tests, tu fais des tests différents en fonction de chaque pays. Alors il y avait une polémique pour la Chine notamment, où ils refaisaient des tests sur animaux. Ça a été interdit en Europe. Ah, ça fait des années que c'est interdit en Europe. Et quand je vois encore sur les réseaux, on dit telle marque fait des tests sur animaux, c'est faux. La seule problématique qu'on a, c'est qu'en Chine, ils étaient obligés de le faire. La législation chinoise vient de changer. Donc maintenant, il n'y a plus de tests sur animaux. Tout le monde avance. Oui, mais quand il y a quelque chose qui est ancré, c'est très difficile de faire comprendre aux gens. Même si on en parle, on communique, ça ne suffit pas. Il y a toujours un doute. De quelle façon vous trouvez les nouvelles tendances cosmétiques pour créer de nouveaux produits ? D'abord, il y a les matières premières qu'on nous propose. Elles ne sont pas exhaustives et comme ça coûte très cher de mettre au point de nouvelles matières premières, les fournisseurs ne sont pas très créatifs quelque part. Il y a ça, il y a aussi regarder ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres pays sur certains types de produits. Et après, c'est la créativité qu'on peut avoir au sein du laboratoire. Et justement, quelles sont vos dernières innovations, sans citer de marque ni forcément de produits particuliers, mais plutôt des gammes ? Alors, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé sur des eaux d'encire, c'est-à-dire c'est des sticks, tels qu'on peut le voir, mais qui contiennent 40% d'eau, ce qui fait que c'est compliqué dans le sens où l'eau a tendance à s'évaporer et c'est difficile de lier l'eau dans un système solide, quoi. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. On a travaillé beaucoup sur les cosmétiques solides. Très tendance, on a développé des cosmétiques solides naturels, voire Cosmos. Ça va du shampoing qu'on connaît bien, au baume démaquillant, au baume corporel. On a fait aussi un déodorant. On a également travaillé sur les packaging pour qu'ils soient les plus light possibles et les plus responsables possibles, avec un carton qui a été enrobé de cellulose, qui est de l'acétate, pour éviter que le produit se graisse. On a enlevé la paraffine par de l'acétate, paraffine, pétrole. Donc on a beaucoup travaillé sur les concepts globaux avec le packaging. Avec votre démarche éco-responsable, vous portez une attention particulière au choix des matières. Est-ce que ça rend votre travail plus compliqué ? Oui, complètement. Parce que qui dit naturel dit problème d'odeur qui peuvent apparaître dans le temps. Un produit cosmétique, normalement, c'est entre 2 et 3 ans à partir de la fabrication. Donc vous voyez plein de marques qui sortent en disant des produits frais, avec une date de fabrication en disant qu'il faut les utiliser dans les 3 mois ou dans les 6 mois, et qui préfèrent faire des petits batchs plutôt que de faire pour une année ou pour... Voilà. Donc c'est plus compliqué par rapport aux odeurs, parce que les huiles, ça s'oxyde. Moins les raffiner, plus ça s'oxyde. Les couleurs, c'est pareil, quand c'est naturel, ça tient beaucoup moins à la lumière. Un rouge peut devenir vert. Donc c'est beaucoup plus contraignant techniquement. Et puis c'est peut-être moins créatif, a priori en tout cas, parce que ça demande beaucoup d'efforts de formulation pour avoir un sensoriel agréable. Et c'est un peu ça notre savoir-faire également. Toujours dans cette thématique de choix des matières, vous avez arrêté d'utiliser le silicone depuis 2008, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors le silicone, c'est un produit naturel. Il y a une norme d'ailleurs de naturalité où il est dedans. C'est à l'issue de la silice également.
Mais moi, ce qui me gênait dans les silicones, ce qui s'appelle cyclométhicone, diméthicone sur les stinky, c'est d'abord que c'est pas biodégradable, donc c'est assez gênant. Et le cyclométhicone, c'est un produit volatile, donc c'est très agréable en sensoriel. Et un mauvais formulateur en mettait plein. Ça permettait d'avoir un bon produit au niveau sensoriel. Personnellement, c'est un produit que je supportais pas, dans le sens quand il y avait une évaporation, je sentais l'évaporation, ça me provoquait une rougeur. Et j'ai toujours trouvé que c'était un produit facile quelque part pour le formulateur, mais qui n'avait pas forcément un intérêt d'un point de vue consommateur et qui n'était surtout pas biodégradable. On en a parlé tout à l'heure. Quel est ton avis sur les applications Yuka et Inky Beauty pour aider les consommateurs à choisir leurs produits cosmétiques ? C'est une grosse difficulté pour nous parce que, comme je te l'ai dit, un produit se développe en 1 an, 2 ans. Et il y a toujours dans Yuka des choses qui arrivent ou dans Inky Beauty. Donc c'est évolutif. Donc un produit qui est OK à T0, 1 an après n'est peut-être pas forcément OK. Après, il n'y a pas de preuve scientifique sur tout. C'est dès qu'il y a un doute, on le met dans Yuka. Donc un doute qui peut parfois être enlevé 1 an ou 2 ans après. Parce qu'en cosmétique, nous, on a la FEBA qui a un lobby quelque part, mais qui est notre fédération. On fait des groupes de travail scientifiques qui, dès qu'il y a un problème, un risque ou quoi que ce soit, on fait des études scientifiques pour essayer de voir si c'est un vrai doute. Le doute se confirme et à ce moment-là, on enlève des matières premières à utiliser. Ou au contraire, si c'est qu'un doute et on a vérifié par des études scientifiques que c'était pas vrai, donc on peut utiliser avec des restrictions s'il y a besoin de restrictions, mais au niveau du pourcentage, du type de produit, Rinsoft, ou voilà. Donc en fonction du type de produit qu'on utilise, on peut avoir des restrictions sur les matières premières. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Mais le consommateur, dès qu'il voit le nom après sur LinkedIn, il dit non, j'en veux plus, quoi. Voilà. Donc les clients, nos marques nous disent j'en veux plus. Dès qu'il y a un doute. Donc ça restreint énormément alors qu'on se prive forcément de choses qui étaient intéressantes. Et on met autre chose qui parfois peut poser beaucoup plus de problèmes. Moi, ça fait quand même des années que je suis dans le métier. J'ai vu des choses revenir et je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a 15 ans, on n'en voulait plus parce que ça créait tel problème et là, ça revient parce que les gens ont oublié. Et il n'y a pas d'historique pour eux. Ouais, une mémoire un peu instantanée. Oui, ce sont beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram, Yuka et tout ça. Mais bon, après, utile pour la transparence peut-être, mais après, il faut avoir la compréhension du risque ou pas. Voilà. Il y a le problème du titane actuellement. Le titane, partout dans le maquillage, c'est ce qui fait la couleur. Donc il n'y a pas de solution. On les a interdits dans les bonbons. Je trouve ça tout à fait raisonnable, puisque s'il y a un doute, il est suspecté d'être CMR. Mais dans la cosmétique, il y a moins de doute, puisque c'est un produit qu'on met sur la peau et qui est enlevé tous les jours. Ce n'est pas un produit qu'on ingère, sauf peut-être le rouge à lèvres, et il n'y en a pour ainsi dire pas. Alors, on met maintenant de l'oxyde de zinc. Nous, on a développé des produits sans titane, qu'on appelle Naughty. Et le problème, c'était l'oxyde de zinc. Il y a 15 ans, on n'en voulait plus parce qu'il était suspecté de provoquer des lésions au niveau du cerveau. Donc il y a eu des études de fait qui ont révélé qu'il n'y avait aucun problème. Donc on peut le réutiliser. Et je pense que l'oxyde de titane, c'est suspecté, ça va être restreint dans certains domaines et ça va devenir quelque chose de tout à fait safe. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu un problème avec du titane au niveau cosmétique. Il faut faire très attention de ne pas jeter tout d'un coup, quoi, voilà. Et la cosmétique, c'est une industrie qui est extrêmement sérieuse et vertueuse parce qu'elle utilise par exemple 40% de matières premières d'origine naturelle. C'est l'une des industries les plus naturelles qui soit, au point de vue matières premières. Et l'objectif, c'est d'aller à 70%. Donc dès qu'il y a quelque chose, on est extrêmement réactif. Et quand vous devez changer un ingrédient comme ça parce qu'il devient décrié par le biais de ces applications-là ou parce qu'il y a une étude qui est sortie, comment est-ce que vous faites ? Vous pouvez changer généralement juste cet ingrédient par un autre ou vous êtes obligé de revoir la formulation en entier ? Et si oui, combien de temps ça prend ? Dès qu'on change quelque chose dans une formule, il faut repartir sur 1 an, 2 ans. Si on ne trouve pas d'équivalent, ce sera un retravail de formule avec 3 mois de stabilité derrière, avec des tests d'innocuité, avec des challenge tests, enfin des tests d'efficacité, tout est à refaire. Donc on repart sur un nouveau produit quelque part. Une marque, ça coûte extrêmement cher de créer un produit. Tous les week-ends, le retour de week-end, on a des jeunes qui nous envoient des mails en disant « Je voudrais créer ma marque, je voudrais un lip gloss, voilà. Très bien, t'en veux combien ? J'en veux 500. » Non, nous c'est 1000 à 5000, voire à 100 000, mais on fait pas d'épicerie fine aussi. Oui, bien sûr. Et donc c'est impossible pour une marque d'être complètement réactive, même si elle le voudrait, à ce type de... Elle essaye d'être plus à l'écoute au départ,
Mais forcément, il y a un an, il y a des matières premières dont on ne parlait pas, qu'on parle aujourd'hui. La coco, vous avez l'air de découvrir, ça va sortir. Et pourtant, on fait attention. Nous, on a à peu près une 30aine de certificats par matière première à demander aux fournisseurs. Et on demande également s'ils n'utilisent pas les animaux, bien sûr les humains, l'enfant, quoi. Voilà. Il faut le respect de l'homme. Donc, c'est des choses qu'on demande en certificat au niveau de chaque fournisseur qu'on a. Vous mettez en avant la fabrication française de vos cosmétiques. Est-ce que c'est un argument de vente à l'international ? Ouais, parce que la cosmétique française, on est extrêmement sérieux. Alors, européenne d'une façon générale, mais française encore plus. On est contrôlé par l'ANSM, qui est un organisme qui contrôle les médicaments également. Hein, et on se rapproche de plus en plus du milieu pharmaceutique. Et en fonction des pays, par exemple aux États-Unis, ils ont la FDA, mais quand on va voir les usines en FDA, aux États-Unis, on n'est pas du tout impressionné. Si on va en Chine, c'est autre chose aussi. Hein. Ils ont beaucoup de matériel. A priori, c'est joli, mais au niveau des normes, au niveau de l'hygiène, au niveau de la façon de travailler les produits, c'est pas du tout la même chose. Ouais. En début d'entretien, tu nous disais qu'ABC Texture était très présent à l'international. Donc, vous êtes notamment en Chine, au Moyen-Orient, en Russie, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Quelle part représente l'export dans votre activité ? Alors, l'export représente 30% en export direct. Comme je t'ai dit au départ, on a des marques françaises qui travaillent avec nous sur des produits qui sont vendus qu'à l'export. Et ça représente 60% entre l'export direct et l'export indirect. Également, on peut en parler maintenant, je suis conseillère du commerce extérieur de la France. On aide les entreprises ou les étudiants qui sont des étudiants BTS-CI, commerce international, des masters ou des licences au commerce international. On les aide dans leur parcours à la fois étudiant et on aide également les entreprises qui veulent aller à l'export d'une façon gracieuse. D'accord, c'est un accompagnement en fait pour les aider à se développer plus facilement. Oui, c'est plus du conseil et puis on n'est pas très bon en commerce international en France, hein, faut pas se leurrer, on descend de plus en plus, donc on essaie d'encourager les entreprises à aller à l'export et puis leur donner aussi les solutions pour trouver les bons partenaires, à la fois en France, avec Business France, et puis qu'ils n'aient pas peur, quoi. S'ils ont un bon produit, il faut y aller. Vous participez à un certain nombre de salons, notamment à l'international. Comment ça s'est passé cette année et demie de Covid pour vous ? Parce que là, j'imagine qu'en termes de voyage, ça a été quand même très restreint. Ah, complètement restreint, oui. Le dernier voyage, c'est mars 2020. Ouais. Quand on voyage, c'est Paris, quoi. Donc, ça nous change énormément. 2h30 de route quand même. Ouais, il y avait beaucoup de dangers. Mais oui, c'est compliqué pour nous, hein, parce qu'on n'a pas pu partir depuis un an. Tous nos salons ont été annulés, reportés, annulés. Enfin, ça a été très compliqué. Hein. On allait à Hong Kong, on allait au Moyen-Orient, on allait également aux États-Unis. Tout annulé. Après, c'est une façon pour nous de nous faire connaître et de voir nos clients. Très compliqué, donc Zoom, Teams, enfin tous les moyens que vous connaissez tous maintenant. On a fait également avec une autre société qu'on aime bien, qui est sur Brest, qui s'appelle Tech Nature, que vous connaissez peut-être, qui a fait l'Aprilois, où ils avaient un service de communication. Ils nous ont permis de faire à la fois quelque chose sur la sous-traitance et également sur nos produits, donc je les remercie encore. Et puis on a fait des vidéos avec nos clients, on s'est mis sur Instagram également, sur WeChat pour la Chine. Donc on s'est adapté également par rapport à ce qui nous arrivait sur la tête. Je pense qu'on a perdu bien sûr des projets et tout le monde l'a fait et c'est le monde entier qui est comme ça, donc on ne peut pas s'en plaindre ou quoi que ce soit. C'est une réalité pour tout le monde. Quand je dis le monde, c'est le monde. On espère simplement que ça va repartir. Je pense aussi, il ne faut pas voir que le côté négatif de ça. Quand on a maintenu des relations avec des clients, je pense que c'est très fort. Parce que la relation était différente. On a parlé d'autre chose. On a parlé de ce qui se passait dans leur famille. On a parlé de ce qui se passait dans leur pays. Et finalement, ça fait des liens, quoi. Le fait d'avoir maintenu ces liens-là, je pense que dans l'avenir, ce sera quelque chose d'extrêmement positif. La relation est différente. Quand on appelle un Coréen ou un Chinois, on ne parle plus que de produits, on parle également de ce qu'ils vivent. Comme nous, on parle de ce qu'on vit. Donc les liens ne sont plus du tout les mêmes. Voilà. J'espère qu'on sera très content de se retrouver, ça c'est sûr. Avant de créer ABC Texture, tu as travaillé aux quatre coins de la France, donc Aix-en-Provence, Vitré, Rouen. Pourquoi avoir choisi la Bretagne, et plus particulièrement Dinard, pour créer ABC Texture ? Eh bien,
C'est une bonne question. Moi, je suis de Malouine, Servanaise, Malouine. Et donc, ça me semblait évident de revenir sur la région parce que j'aime ma région. Et je pense, moi, j'étais seule avec un enfant. Donc, mes parents étaient là. Donc, c'était plus facile de créer une société avec un environnement familial qui était autour. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pas simple de monter une entreprise. Et une entreprise en tant que femme, c'est encore moins simple. Ça, c'est sûr. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé chez Doux, Père de Du, donc à la pointe de la Bretagne, dans le Finistère. Et on travaillait avec quelques agences parisiennes et c'était compliqué de les faire venir jusqu'à Châteaulin, alors que pourtant c'est dans le même pays. Toi, tu travailles à l'international. Comment est-ce que vos clients internationaux voient votre présence en Bretagne ? Est-ce que c'est un frein pour eux de venir jusqu'ici ? Alors, c'est plus un frein pour un Parisien que pour un Shanghaïen qui est très content d'aller au Mont-Saint-Michel après. C'est bien ce qui me semble. Voilà. Les Parisiens viennent beaucoup en Bretagne, donc ça va être moins compliqué également. Mais non, c'est pas. Enfin, à l'international, c'est pas vraiment un frein. On reçoit des gens de partout. Après, il faut les accompagner. Leur expliquer ce qu'il faut faire arriver à Paris, voilà, parce que c'est pas forcément bien expliqué, contrairement à ce qu'on voit à l'étranger. Quand tu vas à Shanghai ou quand tu vas à Singapour, t'as pas de problème, hein, tout est bien indiqué, même si la langue est différente, l'orthographe est différent, t'as aucun problème. Quand tu arrives à Paris, pour venir à Dinard ou à Saint-Malo, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc on les accompagne, on a un petit mémo pour leur expliquer, on va les chercher à Saint-Malo, on les gâte un peu en leur faisant visiter le Mont-Saint-Michel. Ils adorent la région et ils viennent une fois, puis après c'est la confiance par rapport à la société. On a taquiné un petit peu nos amis parisiens, mais on les salue très amicalement. Ouais, d'autant plus qu'ils sont plus nombreux en Bretagne. Donc il faut bien les accueillir. En Bretagne, il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des cosmétiques. À ton avis, pourquoi cette forte implantation sur ce type d'activité dans notre région ? Ouais, tu as raison de le dire parce qu'il y a 3 grosses régions qui travaillent dans le secteur de la cosmétique au niveau industriel ou de marque. Tu as la région orléanaise, grande région orléanaise avec Cosmétique Vallée, ce qu'on appelle la Cosmétique Vallée. Tu as la région de Grasse, sud-est, avec tout ce qui est parfumerie, essentiellement, mais aussi cosmétique d'une façon générale. Et la Bretagne. C'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement développé en Bretagne. De Brest à Saint-Malo, rien que sur Saint-Malo, on est 3 entreprises en cosmétique. Et on n'en parle pas assez, c'est vrai. Et c'est lié à quoi, à ton avis ? Est-ce que c'est dû au passé de la Bretagne dans la fabrication de savon, comme peut-être. Nous l'avait expliqué Séverine Palu dans l'épisode de Plein Phare qu'on avait consacré à Maquibel ? D'accord, peut-être. Il y a aussi les pinceaux. Tu as 2 fournisseurs de pinceaux à Saint-Brieuc. Qui le sait ? Depuis 1900, 1800, enfin très très ancien. Et les pinceaux, ça vient d'Inde, les poils viennent d'Inde, mais il y a un savoir-faire à Saint-Brieuc. Pourquoi ? La cosmétique, je pense que ça a commencé par la cosmétique marine. Et puis, finalement, ça s'est développé. Il y a aussi une main-d'œuvre aussi qui peut être qualifiée. Il y a beaucoup de licences, de masters sur la région Bretagne. Tu as Guingamp, tu as Vannes, tu as Brest au niveau d'une autre école d'ingénieurs. L'agroalimentaire et la cosmétique, c'est de la formulation quelque part. Ouais. Donc, on pouvait s'adapter avec du personnel qui existait en agroalimentaire, au départ en tout cas. Maintenant qu'il y a des formations spécifiques cosmétiques. Donc, ça permet aussi d'avoir un vivier de personnes disponibles pour travailler. On arrive à la fin de l'entretien, on va passer du coup aux questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Ah, pourquoi un ? C'est pas Ou possible. Plusieurs. C'est pas possible. Alors, je vais pas être trop chauvine, je vais parler aussi des abers. J'ai découvert les abers et je trouve ça superbe. C'est vraiment... Et la Bretagne, ça a une particularité, c'est que nord, sud et même dans le nord ou dans le sud, c'est différent. Moi, je vois sur Saint-Malo et sa région, tu vas à Cancale, ça n'a rien à voir avec Lancieux. C'est vraiment, les paysages sont complètement différents. Tu as les falaises, c'est assez rocheux du côté de Cancale, et tu as du sable fin sur Saint-Jacques, ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'en Bretagne, on ne peut qu'aimer et on peut être que surpris parce qu'on fait 10 km, c'est différent. Voilà. Une question qui est souvent redoutée par nos invités, qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Alors, je dirais que c'est encore pire, moi je suis malouine. Aïe. Donc ni breton ni français, mal moins suis. Non mais breton, je pense que c'est un caractère, c'est une façon d'être. Le breton, déjà un breton c'est comme le Coca-Cola, t'en trouves partout dans le monde. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tu vas n'importe où, tu trouves un breton qui vient te dire tiens, moi je suis breton, ma mère est bretonne. Voilà. T'as toujours quelqu'un, tu vas à l'autre bout du monde,
tu auras toujours un breton et du Coca-Cola. Être breton, je pense, c'est avoir une certaine fierté, travailler en collaboratif également, parce qu'on est très dans le collaboratif entre nous. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une fierté d'être de cette région, hein, de la terre quelque part et de la mer. C'est à la fois être terrien et avoir une vision lointaine, c'est-à-dire aller chercher les contrées lointaines, comme on trouve du breton partout. Et ben quelque part, l'entrepreneur breton est a une vision assez lointaine. Voilà, je pense que c'est une particularité. Et je pense aussi qu'il est fiable. Voilà. Fiable et travailleur. Voilà, je pense que c'est caractéristique à la fois des Bretons tels que je les vois, quoi. Voilà. Pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Là aussi, il peut y en avoir plusieurs. L'entreprise à suivre en Bretagne, ben la nôtre. Non, moi j'aime beaucoup, je suis une entreprise qui est Hermina, je crois que c'est Hermina, qui travaille à partir de vers marins. Et son produit permet de faire des greffes humaines, de protéger les organes. Ça, je trouve ça assez fabuleux. Je suis sur Instagram ou sur LinkedIn parce que je trouve vraiment c'est une innovation et je trouve qu'on ne l'exploite pas suffisamment dans le sens où on a peur de tout ce qui est innovant et il a peut-être du mal à faire valoriser son produit alors que c'est excellent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une façon de voir les choses différentes. J'aime aussi bien les entreprises qui travaillent dans le marin sur le développement durable pour faire de l'électricité avec des bouées du côté de Brest, Lorient, qui mettent des bouées, qui récupèrent les ondes pour faire de l'électricité ou faire des turbines sous-marines qui permettent de faire de l'électricité. Et on a le barrage de la Rance à côté qui était extrêmement innovant il y a 50 ans. Et je pense qu'on va avoir des pépites comme ça dans le secteur de l'électricité. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On a quand même les marées les plus fortes d'Europe. On a plein de choses, on a le vent. Si on ne trouve pas un moyen de trouver de l'électricité renouvelable sur la Bretagne... Un grand merci, Louisette, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Pour les auditeurs qui souhaitent poursuivre un petit peu l'entretien avec toi, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ABC Texture ou te retrouver toi, notamment sur les réseaux sociaux ? Alors, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, un peu sur Twitter également, puis on a un site internet. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ce site internet, s'il te plaît ? abctexture.com. Super. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à Louisette Bourdin de nous avoir fait découvrir les coulisses de la fabrication de cosmétiques avec ABC Texture. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Louisette, vous pouvez retrouver les liens du site ABC Texture et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!